La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente, et plus encore. Et plus encore, le magazine de la finance et de la gestion de patrimoine. On se retrouve sur H24 Finance, sur LinkedIn et sur YouTube avec aujourd'hui un sommaire où nous allons marcher sur deux jambes. Une jambe financière, ce sera dans quelques instants avec le point marché de Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions. Et puis une jambe immobilière, ce sera notre débat où nous nous intéresserons aux perspectives 2023 de la pierre-papier avec nos invités Marc Bertrand d'Amundi, Grégory Frappé de Primonial, Marc-Olivier Penin de La Française REM et Éric Cosserin de Perial. Entre les deux, il y aura la traditionnelle revue de presse de Georges Delataille. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le point marché. Le point marché avec Nadine Trémolière. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque tout de suite. On va regarder tout de suite les chiffres. On va regarder les chiffres des taux et on va se focaliser sur les deux premières lignes, c'est-à-dire les taux américains, où l'on constate que les tendances divergent puisque les taux courts sont orientés à la hausse, les taux longs sont orientés à la baisse. Comme disait Pierre Desproges, diverge, c'est beaucoup. On commente comment ce qui se passe. Ça veut dire que finalement, on se dit que l'inflation est éradiquée ? Non, mais je pense qu'on est dans un scénario dans lequel le marché est en train de pricer la récession. Qui dit récession dit souvent, pas toujours, mais souvent une courbe des taux inversés. C'est exactement ce qu'on a. Des taux courts à 4%, un taux long autour de 3,88. C'est vrai que les marchés, pour l'instant, sont en train de pricer ce scénario-là. Ensuite, on a effectivement ce phénomène de... On sait que les taux courts vont continuer à monter. Je crois que Jean-Paul Well a été relativement clair. On ne sait pas si ce sera 0,50 ou 0,75, plus sûrement 0,50. Et on ne va sûrement pas s'arrêter là. On voit autour de 5,25 en 2023. Mais c'est vrai que les taux longs ont commencé à intégrer le fait que progressivement, l'activité allait baisser, l'inflation allait baisser et qu'on allait tomber dans une partie récessionniste. Mais je pense qu'on va peut-être un peu trop vite sur la partie taux long. Alors, on va justement regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la BCE, réunion le 15. Vous nous avez dit chez Powell 0,50 ou 0,75, entre guillemets, aujourd'hui, c'est plus le débat. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de regarder un peu, c'est jusqu'où ils vont monter les taux ? Oui, c'est ça, on cherche ce fameux point pivot. On commence à s'apercevoir qu'on est quand même plus proche de la fin que du début, et c'est ça qui a rasséréné, qui a entraîné quand même le rebond des marchés et la remontée, la baisse des taux longs. Ok, on va revenir sur notre tableau si vous le voulez bien. On va regarder cette fois-ci non pas le haut du tableau, mais le bas du tableau. Et le constat que l'on a, c'est une forte baisse des spreads de crédit qui est particulièrement marquée sur le high yield européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a qu'une récession, mais pas de faillite et donc pas de risque sur le high yield ? C'est comme ça un peu que le marché le voit. Et puis surtout, on a bénéficié, on en reparlera peut-être au moment de l'allocation, d'énormément d'intérêt de la part des investisseurs sur un certain nombre de types de fonds obligataires. Rappelez-vous, ça fait 3-4 ans que globalement, les investisseurs s'étaient détournés de cette classe d'actifs et que là, il y a eu de nouveau beaucoup d'intérêt parce que le niveau des spreads est devenu tellement attractif, plus alimenté par la montée des taux, font qu'on a un portage attractif et c'est ça qui a entraîné de l'intérêt des investisseurs et ça a entraîné les spreads vers le bas. D'accord, ça veut dire que dans cette baisse des spreads, il y a un effet de marché avec des flux positifs qui rentrent sur le marché et potentiellement, éventuellement, des émetteurs qui, eux, lèvent le pied sur leurs émissions ? Je le pense, oui. Ok, on regarde maintenant du côté des actions. On voit, on avait eu un bon mois d'octobre sur les pays développés. On a à nouveau un bon mois de novembre. C'est un retournement de tendance ou c'est une poursuite de la correction ? Ou un bear market rally. Il y en a certains qui considèrent qu'on est toujours un peu dans le bear market rally. Globalement, on a rebondi de 15 à 17% depuis les points les plus bas, dans une tendance qui est quand même relativement baissière sous l'année. Et puis, il y en a certains qui considèrent qu'on est dans un point d'inflexion. Moi, je pense qu'on est un peu entre les deux. Je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas complètement vu les plus bas, je ne sais pas, mais tout au moins, ça m'étonnerait qu'on rebondisse très fortement. Encore une fois, on a peut-être fêté Noël avant Noël. Ok, il y a un sujet qui m'interpelle, parce que en fait, c'est un sujet dont on parle depuis 3 mois ensemble, Nadine, et c'est l'intérêt de se suivre, c'est la Chine. Fort rebond en Chine, alors que le marché chinois était en très grande difficulté.
On a digéré le congrès du Parti communiste? Oui, on a digéré le fait que surtout ils sont en train de réouvrir ce qu'on percevait malgré tout avant le comité. Alors le comité du Parti communiste, quelque part, ils n'ont pas voulu annoncer officiellement cet allègement des contraintes sanitaires, mais quand on parlait avec des économistes, ils étaient quand même beaucoup plus positifs sur la composition du board, du comité central, en considérant qu'il y avait des personnes qui étaient plus pro-business et que forcément, progressivement, ils allaient alléger ces contraintes sanitaires. Et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir. Et du coup, ça entraîne des rachats de short massifs à la hauteur de la baisse qu'on a eue sur le marché. Rappelez-vous, on a quand même eu un marché qui était à plus de 40% de baisse. Donc, effectivement, on a des rebonds extrêmement violents et qui sont, à mon sens, pas finis. Ok, on passe tout de suite maintenant à notre allocation équilibrée. On voit que sur le mois, elle progresse de 1,3% avec un recul depuis le début de l'année de 3,5%. Sur le fond quand même, Nadine, avant qu'on rentre dans l'allocation, est-ce que l'année n'est pas finalement assez dure pour les gérants diversifiés? Parce que quand on regarde les marchés actions, finalement en Europe, le CAC doit être à -6, -7. Est-ce que ça n'a pas été, pour reprendre les termes de la reine, annus horribilis pour les gérants diversifiés cette année 2022? Non, c'est une année difficile pour les gérants de façon générale, parce que quand on regarde, alors on va le regarder peut-être plus sur l'Europe que sur les États-Unis, mais quand on regarde l'Europe, il y a une hétérogénéité de performance dans les secteurs qui est colossale. Là où vous avez de la défense, de l'armement, comme Thales qui est à plus 68%, je pense, vous avez des valeurs de technologie qui sont à -40%. Donc on voit très bien, et c'est un peu le paradoxe de cette année, c'est qu'en fait toutes les valeurs, peut-être non ISR, que ce soit le pétrole, que ce soit l'armement, ont eu une progression extraordinairement positive, là où les autres secteurs sont en baisse. Donc ça crée des biais au sein des différents investisseurs ou certains fonds, et notamment tous les fonds qui ont eu quand même une approche relativement durable ont été plus sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas ni de l'armement, ni du pétrole, et effectivement, ils sont en baisse beaucoup plus forte que les indices. Dernière question, vous aviez préparé les esprits lors de notre dernière rencontre en se disant, tiens, vu ce qui est en train de se passer sur les taux, on va peut-être faire des mouvements. Est-ce qu'on fait des mouvements sur l'allocation équilibrée? Oui, c'est un petit peu ce qu'on réfléchissait la fois dernière, mais effectivement, on commence un petit peu à lever un peu de notre fonds en euros. On avait une grosse partie de fonds en euros, on avait 50%, donc on va en enlever 5%. On va lever un petit peu de partie des fonds flexibles aussi qui ont déjà donné un peu de performance positive depuis quelques temps, un peu de rebond. Et on va investir ces 10% dans ce qu'on appelle du fonds daté, du fonds à échéance, parce qu'on a l'avantage dans une période quand même qui est extrêmement compliquée, toujours très incertaine. On a peut-être une visibilité sur des fonds datés plutôt de court terme, parce qu'on bénéficie malgré tout de cette courbe qui est légèrement plate, voire même légèrement inversée. On va s'investir sur des fonds datés plutôt de courte échéance qui nous donnent un rendement, si tout, entre guillemets, si aucune société fait défaut, mais ce qui est un peu, on va dire, notre anticipation, un rendement à peu près certain. Et je pense que ça, pour contrer l'inflation, c'est peut-être une bonne stratégie. Ok, alors on va justement re-regarder le slide avec l'allocation que je vais commenter, puis si vous voulez rajouter des choses, vous n'hésitez pas à me dire. Donc, 45% maintenant de fonds en euros, c'est-à-dire 5% moins qui viennent d'être réaffectés sur des fonds datés. Des fonds actions, 20%. On rappelle que c'est principalement de l'international sur cette partie-là, puisque c'était l'arbitrage précédent qui avait été fait il y a de cela quelques mois. On avait levé le pied sur les actions européennes au profit du private equity avec des investissements en actions européennes. Des fonds à yield, ça aussi c'est une position qui avait été créée cette année lorsqu'on avait constaté le début de l'élargissement des spreads. 10%, et qui marche bien, qui marche bien. 10% d'immobilier. Le private equity, on en a parlé, c'est une position qui a été créée cette année. Et les fonds datés, c'est également une position qu'on crée ce mois-ci, donc avec 5% que l'on prend sur la partie fonds en euros et 5% qu'on prend sur une gestion flexible que l'on avait auparavant. Merci beaucoup, Nadine. Soignez-vous bien. Bonne fête. Bonne fête de fin d'année. Et on passe tout de suite à la revue de presse de Georges Delataille. La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse.
Bonjour Georges, qu'avez-vous comme amuse-bouche pour le menu du jour? Bonjour Jean-François, on va commencer par un retour, le retour des fonds en euros. Il n'était plus du tout à la mode, les compagnies d'assurance durcissaient année après année les conditions d'entrée et ce n'est plus le cas. Deux poids lourds du marché, deux assureurs, BNP Paribas Cardiff et CNP Assurance, ont discrètement assoupli leurs règles d'entrée. Ils rejoignent les banques assureurs, Société Générale et Crédit Agricole, qui eux n'avaient jamais durci ces règles. Alors j'entends Georges ce que vous nous dites, toutefois je note que si l'on regarde la collecte depuis le début de l'année sur l'ensemble de l'assurance vie, elle est en recul de 5,1 milliards par rapport à l'année précédente, et si on se focalise sur le seul fonds en euros, on est à moins 5,4 milliards. Le retour vers le fonds en euros ne se voit donc pas encore dans les chiffres, mais peut-être est-ce parce qu'il y a des alternatives? Exactement, vous avez écouté, même interviewé Nadine Trémolière il y a quelques instants et elle a pu en parler dans son allocation équilibrée. La solution, ce sont les fonds obligataires datés. Entre la flambée inflationniste, la remontée des taux, un fort risque de récession en Europe, ça a contribué à l'apparition d'une opportunité de marché d'investissement rare depuis des années sur le marché des obligations. Dans le journal du dimanche, dans l'article que vous venez de voir à l'écran, on découvre qu'il y a un vrai consensus des gérants, comme ceux de Sycomore, de Lazare Frères Gestion ou de Corum Butler Entreprises, sur une opportunité rare de marché avec, chose importante, un risque limité. Allez, les cryptos sont-elles mortes avec la chute de la plateforme FTX ou bien est-ce que le marché va s'apurer? Il y a quelques mois, on avait reçu Tobam pour nous parler d'un fonds investi sur la blockchain et les cryptos éligibles à l'assurance vie. Est-ce que d'autres acteurs bougent? Oui, Norcia, plateforme bien connue des CGP, qui a annoncé un partenariat avec CoinHouse. Très concrètement, c'est une solution à destination des CGP et de leurs clients pour mieux appréhender l'investissement dans les cryptos qui est toujours un peu compliqué. Et grâce à ça, les CGP pourront proposer à leurs clients des produits d'investissement CoinHouse. Annonce qui intervient dans une période un peu compliquée parce que le contexte est tendu pour la crypto-bourse Coin. La crypto-bourse CoinHouse a annoncé il y a quelques jours suspendre les retraits sur ces livrets crypto. L'exchange tricolore se justifiait par le fait que ces livrets étaient gérés par plusieurs contreparties, dont FTX, impacté par la faillite de la plateforme de SBF. Allez, tous les ans, l'autorité des marchés financiers publie une étude sur les CIF. J'imagine que vous l'avez lu. Quels sont les chiffres importants? J'ai plein de chiffres pour vous et je peux vous dire que les CGP sont comme vous, Jean-François, ils sont en pleine forme. L'AMF constate une hausse de 6% de la population des CIF avec un chiffre d'affaires CIF moyen de 140 000 € par an. Les parts de marché des 4 associations, vous les connaissez par cœur, l'ANACOFI, la CNCGP, la CNCEF et la compagnie CGP, sont stables. Petit bémol, j'en ai déjà parlé l'année dernière, c'est pareil cette année, les gros prennent toujours beaucoup de place. Les 50 CIF les plus importants sur les 5045 déclarants concentrent quand même 47% du chiffre d'affaires total. Alors, grosses, les valorisations dans le secteur sont-elles toujours aussi grosses, Georges? Vous qui connaissez tout, vous connaissez certainement le groupe Premium et il est en train de finaliser un LBO. Très bien, vous allez me dire, mais l'information très importante, c'est que ça le valoriserait 14 fois son EBITDA, un multiple très proche de celui qui a été utilisé par KKR pour rentrer au capital d'April, où là on parle de 16 fois. Ça montre bien une chose, plus le CGP est gros, plus il est valorisé. Allez, vous allez donc nous dire que grossir, c'est la clé du succès, tout comme le digital. Oui, et comme dirait Omar Sharif, la digitalisation, c'est mon dada. Et je peux témoigner que le digital, c'est clé pour les CGP. Il y a des solutions pour toutes les tailles de cabinet, de l'indépendant au plus structuré. Dans cette catégorie, le Centre du patrimoine, un CGP toulousain créé par Hélène Barraud-Housset et par Olivier Housset, a totalement revu Epargnissimo, leur courtier en ligne, leur filiale dédiée à l'assurance vie et à l'épargne retraite en ligne. Ça bouge quand même beaucoup sur le marché, vous avez d'autres initiatives? Oui, la financière de l'Échiquier qui a décidé de créer une marque dédiée à la gestion privée. Sa nouvelle filiale, Échiquier Gestion Privée, dédiée à cette clientèle, gère déjà 8000 clients et 2 milliards d'euros. Allez, pour conclure, un petit mot de l'affaire H2O. Oui, une affaire qui dure. Et cette fois, la commission des sanctions de l'AMF s'est réunie et a adressé 3 griefs. Le non-respect des règles d'investissement dans le cadre des opérations sur le titre Ténor. Le non-respect des règles d'investissement dans le cadre des opérations de buy and sell back sur les sous-jacents du titre Ténor. Et un dépassement des ratios d'investissement. Pour ceci, elle propose des sanctions à l'encontre de la société et de ses fondateurs Bruno Krast et Vincent
Vincent Chalet. H2O a fermement répondu à toutes ces accusations en contestant particulièrement les 2 premiers griefs et en précisant que ce n'était qu'une proposition et que nous aurions la décision de la commission des sanctions dans quelques semaines. On risque donc de encore et encore en reparler. Voilà, et puis il y aura aussi un sujet sur l'éventuelle indemnisation des clients, parce qu'on le rappelle, les éventuelles sanctions de l'AMF, ça va directement dans la poche de l'État. Merci Georges. Tout de suite, notre débat sur la pierre papier. Allez, quelle perspective en 2023 pour la pierre papier? Ils ont été là tout au long de l'année pour nous éclairer sur ce placement que vous recommandez souvent à vos clients, soit en direct, soit à travers des contrats d'assurance vie. Ils sont là aujourd'hui pour cette dernière de la saison. Avec nous, Marc-Olivier Penin de La Française REM. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir. Avec nous également, Éric Cosra de Perial. Bonsoir Jean-François. Grégory Frappé, Primonial REM. Bonsoir Jean-François. Et Marc Bertrand d'Amundi Immobilier. Bonsoir Jean-François. Allez, on va peut-être prendre un peu plus de notre demi-heure traditionnelle parce qu'on a quand même plein de sujets. On avait, et on pourrait à la rigueur recommander aux distributeurs qui nous écoutent de regarder, parce qu'on avait déjà un peu attaqué ces sujets-là au mois de juillet, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui s'étaient enclenchées en début d'année. On va faire un petit exercice rapide de bilan et perspective. Donc on va commencer par la partie bilan. Je vais vous demander à tous d'être très factuels pour m'indiquer peu ou prou chez vous le bilan de l'année 2022 en collecte, en investissement, et pour savoir si les objectifs de performance que vous aviez donnés aux clients en début d'année, vous les avez tenus ou pas. Éric Cosra, vous me regardez, donc je commence par vous. Alors collecte 800 millions d'euros, investissement 1,3 milliard, et nous respectons les fourchettes que nous avions indiquées en début d'année. 800 millions d'euros, c'est plutôt comment par rapport à l'année précédente? C'est en forte progression, puisque nous avions fait 650 millions d'euros l'année précédente. Alors on a également 2 nouveaux produits aussi qui sont en vitesse de croisière. Et alors du coup, ça m'amène à la question, qu'est-ce qui tire la collecte? Les anciens produits, les nouveaux produits de mémoire, ça doit être Eurocarbone et Hospitality Europe? Exactement, et ce sont eux qui tirent la collecte. Ok, parfait. Allez, Grégory, les chiffres. Écoutez, la SCPI, elle continue de s'inscrire durablement dans le paysage de l'épargne. On va être sur une très bonne année en termes de collecte chez Primonial REM. On est à date autour du milliard d'euros et on finira l'année à 1,2 milliard d'euros. Donc ça, c'est la partie SCPI. La collecte a été intégralement investie avec quand même 2 phénomènes notables. On sera peut-être amené à en reparler. Une situation de l'investissement avant l'été, une situation de l'investissement à la rentrée. Mais finalement, on voit qu'on arrive à saisir des opportunités en matière d'investissement. En ce qui concerne Qu'est-ce qui tient la collecte sur la SCPI? Alors, c'est essentiellement notre SCPI dédiée à la santé, la vie et l'éducation Primovie et notre nouvelle SCPI Primo Family qui investit sur l'immobilier du quotidien, le résidentiel et l'hospitality. Un mot sur les performances. 2022 a été une année effectivement compliquée, mais nous, on a noté la santé financière de nos locataires, la capacité à passer l'indexation et donc à dépasser l'inflation. Et je peux vous confirmer donc la capacité à tenir les rendements 2022 que nous avions annoncés lors de nos conseils de surveillance. Parfait. Marc Bertrand, la situation chez Amundi Immobilier, qui a pour caractéristique d'avoir une distribution qui est principalement liée à des réseaux bancaires, là où Éric et Grégory ont une distribution qui peut peut-être être plus tournée vers des conseillers indépendants. Ça donne quoi? En termes de collecte, on est autour de 600 millions d'euros sur les SCPI, ce qui n'est pas tout à fait qu'on ne considère pas comme une grosse année de collecte. Hein. Donc 600 millions d'euros, on a déployé, mais je rejoins ce qu'a dit Grégory, on a considérablement décéléré là au cours de l'été, avec dans l'idée aussi de garder, j'allais dire, des petites noisettes pour pouvoir rembourser un certain nombre de crédits parce que le coût s'est renchéri, je pense qu'on en parlera plus tard. Année d'arbitrage où on a profité d'un marché encore actif sur le premier semestre pour céder un certain nombre d'actifs qu'on ne considérait pas avoir trop d'avenir. Plutôt d'ailleurs
bien nous en a pris, je pense. Et que vous dire encore les objectifs de perf, oui, pardon, c'est quand même assez important pour les épargnants. Quasiment exactement là où nous pensions que nous serions en termes de résultats et donc de distribution. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les ans que ce soit quasiment exactement le budget égale la prévision, avec des petits plus, des petits moins comme toujours, mais on est vraiment dans la plaque. Ok, parfait. Marc-Olivier à la française. Alors, une très belle année de collecte aussi côté SCPI pour la française, et merci à nos distributeurs et au réseau de nous accompagner sur ce beau bilan. 1,2 milliard attendu en collecte brute pour les SCPI de la française cette année. Spécificité cette année, ouais, un petit pic chez vous, puisque Grégory parlait du secteur de la santé. Ça a bougé chez vous sur le secteur de la santé? Alors, nous, il y a trois éléments particuliers. D'abord, on fera sans doute 700 millions d'euros de collecte sur épargne foncière, qui est la plus grosse SCPI du marché. Et donc, on voit que la taille a un intérêt et le fait qu'on ait aussi un portefeuille de qualité, des réserves sur cette SCPI. Donc, plus de la moitié, en fait, sur notre flagship épargne foncière. Le lancement réussi de LF Avenir Santé, donc la nouvelle SCPI santé de la française, qui a fait ses 100 millions d'euros de collecte comme prévu cette année. Et puis des thématiques européennes, Grand Paris, qui fonctionnent toujours bien. Donc sur la collecte, une année très solide, en augmentation, je pense, de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Sur les prévisions de distribution, on est exactement sur ce qu'on avait annoncé en début d'année, donc il n'y a pas eu de surprise du tout. Ok, parfait. On va continuer un peu ce petit bilan. Sur les canaux de distribution, est-ce que ça passe plutôt par l'assurance vie? Est-ce que ça part? Vous avez très gentiment, je vous ai posé la question sur la SCPI, vous avez très gentiment tous répondu sur la SCPI, mais en fait, aujourd'hui, le périmètre de la pierre papier est quand même plus large que ça, puisqu'il y a dans les différentes solutions la SCPI, la SCI et l'OPCI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu des évolutions dans les modes de distribution? Est-ce que l'assurance vie est toujours prioritaire? Parce que c'est assez rigolo dans le sondage qu'on a fait. Dans le sondage qu'on a fait auprès des CGP, l'assurance vie n'apparaît pas comme étant la solution la plus évidente pour souscrire à la SCPI. Il y a beaucoup de CGP qui nous disent qu'ils font plutôt de direct. Donc vous avez constaté quoi comme tendance? Grégory, puisque vous me regardez, je commence avec vous. La SCPI, c'est une des solutions qui existe chez vous, mais surtout chez vous, la solution traditionnelle en assurance vie, c'est la SCI. Alors effectivement, à côté du milliard de collecte SCPI réalisé à date, on a 1,2 milliard d'euros de collecte réalisés au travers de nos produits SCI, pas OPCI, dédiés à l'assurance vie. On a aujourd'hui deux produits, Capimo, qui est notre produit historique, et on a fait la promotion cette année de notre UC Cap Santé, qui est un produit spécifiquement dédié à l'assurance vie sur les thématiques sur lesquelles on a une expertise et des équipes dédiées en interne de la santé. C'est très recherché effectivement et on voit aujourd'hui qu'on est sur un couple rendement-risque qui est extrêmement maîtrisé et qui explique, à mon avis, la régularité de la performance de Capimo depuis 10 ans, la thématique de la santé en font des produits très recherchés. Donc ça veut dire que chez vous, c'est l'assurance vie qui est en distribution et majoritaire si je considère que la partie, le 1,2 milliard de SCI est réservée à l'assurance vie. Eric Costra, chez Perial, qu'est-ce qu'on constate? On constate une permanence par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire une montée en puissance des assureurs qui reste encore quand même extrêmement important, qui est notre premier canal de distribution avec plus de 340 millions collectés aujourd'hui. Alors, on a également lancé notre SCI Perial Eurocarbone, qui est donc à destination des assureurs vie. Donc, il est aussi légitime que ça contribue en tout cas à l'augmentation de la part de marché des assureurs. Mais également, les autres SCPI continuent à collecter via les canaux des contrats d'assurance vie. Et puis, le deuxième canal, ce sont les CGP, les conseillers en gestion patrimoine, à hauteur de 280 millions d'euros. Donc, qui reste également très majoritaire chez nous. Ok. Marc-Olivier Penaud, vous nous avez dit tout à l'heure, la bonne vieille épargne foncière avait fait un carton cette année. La taille, ça compte. Ça a compté quoi en
en investisseur final ou en investisseur assureur? Alors, en assureur, les assureurs sont des grands partenaires du côté de la Française. On a des SCI, on collectera 400 millions d'euros sur nos différentes SCI, dont Multimo Durable, qui est la dernière née. Donc 400 millions de ce côté-là, mais aussi des parts de SCPI UCIsées. Et effectivement, la taille permet à un assureur qui veut un volume relativement important de ne pas avoir un ratio d'emprise trop important dans la SCPI. Donc on a vu les assureurs toujours. On rappelle présents. le ratio d'emprise, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait une part trop importante qu'il pèse de manière trop importante dans le produit. Exactement. Sinon, ça pose des problèmes de liquidité notamment. Voilà, donc des assureurs sur des UC, mais aussi en direct sur des SCPI et de façon très sélective. Parfait. Marc Bertrand, chez Amundi, il y a les SCPI, mais il y a aussi, notamment dans notre cadre de l'assurance vie, d'autres outils qui sont proposés. Oui, on est richement doté de ce côté-là. Donc, alors, déjà, SCPI, je crois que c'est l'ordre de la moitié qui est fait au travers des UC de contrats d'assurance. De façon assez simple, et dit tout à l'heure, Amundi distribue principalement avec les réseaux bancaires. Et dans les réseaux bancaires, la facilité de l'assurance vie est assez clé en fait dans la distribution. Moins la clientèle est sophistiquée, plus on se dirige, plus la proportion est forte via l'assurance vie parce que c'est simple à souscrire. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc la moitié à peu près de la collecte en SCPI provient de l'assurance vie. Ensuite effectivement le chiffre que j'ai indiqué tout à l'heure, on le double en termes de collecte avec notre SC qui s'appelle Tangram, qui est un fonds de fonds ultra diversifié sur beaucoup de thématiques différentes. La dernière année de la gamme qui est notre SC Immo Durable qui est plutôt basé sur de l'immobilier résidentiel et qu'on a lancé dans les réseaux. Et notre produit phare qui est Opsimo, qui totalise plus de 8 milliards d'euros d'encours, lui a été à peu près à l'étal, mais ce qui était relativement normal, c'est-à-dire que les mouvements de sortie et la collecte s'équilibrent aujourd'hui. Ok, juste par rapport à ce que vient de dire Marc, petite question très basique, très pratique. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet de place sur la simplification des procédures de souscription des SCPI en direct? Est-ce que c'est encore un truc qui est beaucoup trop compliqué? Alors c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je ne suis pas, à ma connaissance, il n'y a pas un sujet de place qui est pris. Simplement, c'est qu'il y a l'enjeu digital et je crois que chacun d'entre nous, sociétés de gestion, en faisant tout pour améliorer le process et avoir des procédures de plus en plus digitalisées. Okay. Allez, on attaque. Je voudrais qu'on rentre maintenant sur un sujet. Grégory disait tout à l'heure, il y avait juillet, puis il y a eu un marché après juillet. On a quand même le sentiment qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de changer. On se pose savoir s'il y a une récession, 2023 ou pas. Les taux, c'est à peu près n'importe quoi. Ça monte, ça descend, ça va à peu près dans tous les sens. Donc, je précise au CGP qui nous envoyait un petit mot en disant quelle visibilité dans la brume. Oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la brume est assez épaisse et ce n'était pas simplement aujourd'hui sur Paris. Je voudrais comprendre vos stratégies. Parce que dans cet environnement-là, il va y avoir à l'avenir des choses où la stratégie des uns et des autres va être importante. Donc j'aimerais qu'on aborde le thème de l'arbitrage. Grosso modo, en 2022, vous vous êtes dit quoi sur les sujets d'arbitrage? Vous vous êtes dit, il faut qu'on accélère ou pas? Et puis, dans les actifs que vous avez cherché à vendre, vous vous êtes dit, finalement, il y a des actifs, il vaut mieux pas les porter. Donc les actifs qui ne sont pas très bons, je suis prêt à accepter un peu de décote, mais je les sors. Comme ça, si demain il y a un retournement de marché, je ne les aurai plus. Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, les actifs qui valent aujourd'hui très cher, je vais plutôt les sortir parce que ça va me permettre de sortir plus vite. Donc, grosso modo, les uns et les autres, quelle a été votre vision des choses? Marc Bertrand. Le marché du bureau est en pleine mutation. Alors j'ai parlé principalement du bureau parce qu'on pourrait faire des cas particuliers pour les autres classes d'actifs. Le marché du bureau est en pleine mutation et les tendances, notamment post-crise du Covid, elles se sont un peu clarifiées. Prime au centre, en termes locatifs, j'entends, prime au centre, prime à la qualité des immeubles, prime à l'ESG, mais c'est un peu une tautologie avec la notion de neuf ou de récent. En clair, si on veut assurer la pérennité des revenus, il faut avoir des immeubles qui correspondent à la demande. Voilà, donc centraux, plutôt de bonne qualité. Il y a un sacrifice en termes de taux, donc ça a été le choix assez assumé de la politique d'investissement d'Amundi, plutôt des immeubles corps, centraux, quitte à assumer un taux de rendement un peu plus bas que la moyenne, mais par contre de se concentrer sur des immeubles qui auront une pérennité locative et arbitrer les branches les plus fragiles du portefeuille. Voilà.
Dans le marché qui était jusqu'au milieu de l'année plutôt assez porteur, on a pu écouler un certain nombre de produits qu'on considérait comme fragiles en deuxième, enfin pas en deuxième couronne parce qu'on avait, Dieu merci, on n'en avait pas, mais dans d'autres localisations, on a pu délester le portefeuille. Ok, donc grosso modo, la stratégie de l'arbitrage relevait du domaine immobilier. Du recentrage. Recentrage et poursuite en disant la question qui est centrale aujourd'hui, c'est quels sont les immeubles qui vont être suffisamment attractifs pour que les loyers puissent répercuter l'inflation dans la durée. Pour moi, c'est une question centrale. Les immeubles centraux et de qualité seront ceux qui résisteront le mieux. Marc-Olivier. Les arbitrages, un sujet important pour 2022. Nous, on a clairement accéléré le programme d'arbitrage. On arbitre classiquement de l'ordre de 200 millions d'euros, plutôt effectivement pour renouveler le patrimoine et arbitrer des immeubles qu'on détient depuis un peu longtemps. À mi-année, on a décidé de doubler ce chiffre, donc on sera quasiment à 400 millions d'euros d'arbitrage. Et qu'est-ce qu'on a arbitré en plus? Plutôt des immeubles importants sur lesquels on avait réalisé des bonnes plus-values et on estimait avoir fait notre travail d'asset management. Plutôt des immeubles parisiens ou première couronne, monolocataires. Voilà ce qu'on a ajouté au plan. Et sur les 400 millions d'euros, ça nous permet effectivement d'avoir des capitaux à réinvestir sur des opportunités, mais aussi de faire des plus-values, puisqu'on a réalisé quasiment 75 millions d'euros de plus-values distribuables sur ces arbitrages. Et juste puisqu'on parlait d'épargne foncière, c'est pas la plus jeune de la place. Le patrimoine, il a quoi en moyenne? Il a 10 ans, il a 70 ans, Alors, l'épargne foncière, c'est un cas intéressant parce qu'elle a 50 ans et elle a des immeubles qui peuvent avoir 30 ans, notamment des immeubles parisiens qu'on est plutôt en train de restructurer, mais elle a beaucoup collecté et la moitié de ses actifs ont été achetés il y a moins de 5 ans. Voilà, donc on a un concentré de Donc c'est une vieille, mais en fait c'est une petite jeune. Exactement. D'accord. Éric Kostra, la politique d'arbitrage. Alors, la politique d'arbitrage, c'est une constante chez Perial AM. On pratique ça depuis de nombreuses années. Donc, cette année, nous avons arbitré plus de 200 millions d'euros d'immeubles. Là aussi, essentiellement des immeubles de bureaux, parce qu'on est dans un espèce de tournant avec une obsolescence d'un certain immobilier tertiaire. Et donc, pour nous, l'important, c'est de pouvoir anticiper justement les besoins ou les zones qui vont au contraire s'effondrer. Et donc, on a plutôt tendance à vouloir vendre immédiatement. Il y a quelques années, on attendait, on essayait de relouer, on essayait de vouloir dynamiser le patrimoine. Là, on prend des solutions qui sont le plus radicales possible, de pouvoir arbitrer dans certaines zones dont on ne croit plus en l'avenir tertiaire. Et puisque notre objectif, c'est avant tout la distribution. Donc ça permet de se séparer des immeubles vacants sur lesquels nous trouvons qu'il n'y a plus d'avenir et qui sont à maturité en ce qui concerne l'asset management, mais également de pouvoir arbitrer des immeubles que nous détenons depuis longtemps, puisque notamment PF Grand Paris a plus de 55 ans, et de pouvoir réaliser des plus-values. Et donc l'année prochaine, nous allons pouvoir associer la distribution du revenu avec une distribution de plus-value. Alors on va parler de distribution tout à l'heure. Grégory Frappé, on reste sur l'arbitrage. La politique d'arbitrage. 700 millions d'euros d'arbitrage réalisés en matière de bureaux. En début d'année, nous avions la conviction que nous étions dans un contexte de remontée des taux de rendement à l'acquisition et qu'il y avait une opportunité à céder des actifs. Ce qui peut me différencier peut-être des autres stratégies, c'est que nous, on est plutôt à vendre des actifs sur lesquels on a les fortes convictions que le travail a été réalisé. On a par exemple vendu le siège social d'Amundi en début d'année après avoir renouvelé le bail avec le locataire en générant de la plus-value. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait réemployer les capitaux, mais qu'on allait attendre des conditions de marché qui auraient trouvé des nouveaux repères. Et donc on est plutôt dans une phase de réinvestissement après l'été de manière très sélective. Parce qu'un immeuble sur lequel vous avez fait le travail, souvent vous consentez une franchise au locataire, il ne génère plus de revenus et il est au cœur de sa valeur. Bien évidemment, on complète par des arbitrages d'actifs comme mes collègues qui sont plus dans le marché. Et moi, ce que je dois noter pour vraiment le dire, c'est qu'on a pris la décision sur le deuxième semestre de retirer nos immeubles de l'arbitrage parce qu'on pense que la fenêtre de tir sur le deuxième semestre est moins bonne et qu'on préfère les garder en exploitation. Ok, alors aujourd'hui, demain, après-demain, c'est le CIMI, donc c'est le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise. Vous vous dites quoi? Enfin, l'ambiance va être aussi bonne, moins bonne ou meilleure que l'an dernier? En un mot.
Un peu moins bonne? Bon, on verra, on y va tout à l'heure. Il y a quand même, il faut le dire, 3 à 5 milliards d'euros de transactions en matière d'immobilier de bureau qui sont à l'arrêt. Ça veut dire quoi? Que le marché cherche des nouveaux repères et on est également dans un moment du cycle où les financements coûtent plus cher. Allez. Moi, j'y vois pas forcément un problème pour les SCPI. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Mais donc, l'ambiance est un peu moins bonne. ce climat-là. Sur Alors, moins bonne, ça peut être des Il faut quand même opportunités. constater quand même, on est en fin de cycle haussier. Donc, c'est quand même aussi une réalité. Et qu'on est en train d'une période de transition. Et donc, il y a aussi les investisseurs et les vendeurs qui se cherchent à l'heure actuelle. Donc, c'est une période un petit peu trouble. Parfait. Première question sur ce problème de financement. Je le disais tout à l'heure, les taux, c'est à peu près n'importe quoi, parce que ça monte à 3%, ça redescend à 2,30, ça remonte. Enfin bon, on a une visibilité qui est proche du néant. Est-ce que pour l'instant, vous vous dites, les uns comme les autres, le levier, c'est à peu près terminé? Marc Bertrand. Alors, le levier s'est terminé sur les dettes que l'on doit renouveler. C'est-à-dire que quand on avait des financements à 1% et que la structure des taux fait qu'on les renouvelle plutôt au-delà de 4, oui, c'est la fin de l'effet de levier. Mais pour autant, les financements, on a pris bien entendu soin d'étaler les échéances de refinancement. Donc, s'il est douteux que l'effet de levier continue sur les emprunts qu'on doit renouveler, il serait par contre totalement irrationnel de ne pas mener jusqu'au bout les emprunts qui coûtent 1%. D'accord. Donc on va étaler la fin de l'effet de levier. Peut-être que d'ailleurs il viendra parce que les taux faisant le yo-yo, on va bien voir comment ça se passe. Ok, mais Grégory, ça veut dire qu'en pratique aujourd'hui, quand on achète un immeuble, on va plus le financer avec du vrai argent apporté par des épargnants qu'avec de l'argent apporté par les épargnants plus de la dette. C'est là où je voulais insister sur le fait que la SCPI, à mon avis, est un produit parfaitement adapté. Depuis 10 ans, on compense la baisse des taux, c'est-à-dire la hausse du prix de l'immobilier, en mettant du levier qui ne coûte pas cher pour servir le même taux de rendement à nos clients. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet relutif sur un investissement de la mise en place d'un financement. Et donc, il faut trouver les opportunités de marché qui permettent de continuer d'investir sans trop diluer la performance. Et après, ce qu'a dit Marc, je le souscris absolument, on doit être en capacité de gérer les échéances de financement qui sont dans nos portefeuilles. Ceux qui ont été conclus aux conditions d'hier autour de 1%, il faut les garder jusqu'à leur maturité. Et en revanche, parfois mobiliser la nouvelle equity pour rembourser des financements d'hier. Ok. Donc ça veut dire que l'équilibre, finalement, la gestion des actifs et des ressources va quand même assez sensiblement changer par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Marc-Olivier Penin, je vais essayer de creuser avec vous l'incidence sur les prix de cette baisse des financements. Parce que moi, j'entends finalement deux choses dans ce que vous m'avez dit. J'ai entendu Grégory tout à l'heure qui me disait il y a tout un tas de transactions qui sont bloquées. Et est-ce qu'il y a un accord pour dire qu'aujourd'hui, les instits, sur le second semestre, ils ont grosso modo pas été là? Le crayon. On les a pas vus. Donc, on avait des investisseurs institutionnels qu'on n'a plus vus. On avait, pour les financements des produits qui venaient des particuliers, des financements bancaires qui sont en train de disparaître avec l'évolution des taux. Marc-Olivier, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les prix à terme? Alors, c'est là où on retrouve bien le marché de l'investissement en deux phases en 2022. C'est-à-dire que sur le premier semestre, il y avait encore des acquisitions avec du levier, avec des financements qui coûtaient un peu plus cher, mais toujours d'effet de levier, disparition parce que hausse des taux durant l'été, et un marché beaucoup plus en equity, je dirais, en fin d'année. Donc, ce qu'on arrivait à faire, pour prendre des chiffres simples, c'est-à-dire que nous, si on considère que la moyenne des SCPI distribue 4,5%, on était capable, en achetant à 4% un immeuble acte en main, avec 30% de levier à 1,50, de servir 4,50. Aujourd'hui, pour avoir le même 4,50, il faut trouver des immeubles à 5, et c'est ça qui va faire bouger un peu les politiques d'investissement entre avant et après disparition de l'effet de levier. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, faire bouger les politiques d'investissement. Est-ce que, ça, j'aurais plutôt tendance à le garder pour la fin de notre débat, est-ce qu'au-delà de nos politiques d'investissement, on ne va pas simplement dire, bah écoute, tu as ton immeuble à vendre, moi aujourd'hui, je te le prends, mais je ne te le prends pas à 4, je te le prends à 5. Et donc, la contrepartie de ça,
c'est si tu es vendeur, il va falloir que tu baisses ton prix. Je pense qu'il va y avoir des effets d'opportunité aujourd'hui, demain, pour les investisseurs en full equity comme sont les SCPI. Donc je pense qu'il y a toujours des vendeurs. Et je pense que si on a toujours de la collecte et qu'on est capable d'investir, on aura des prix meilleurs sur nos futurs investissements demain. Ouais. Ok, ça nous amène. Donc là, on est en train de se projeter sur ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Là, il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a les expertises qu'il faut faire pour déterminer les valeurs de part. La tendance sur les expertises, aujourd'hui, elle donne quoi, Eric Cosra, chez vous? Nous, on a des très légères baisses sur le patrimoine qui oscillent entre moins 1,5% et quasiment 0. Ok. Grégory Frappé, les expertises, pour l'instant, chez Primonial, ça donne quoi? Alors, elles sont en cours d'être produites avec les évaluateurs. Il faut les regarder de manière différenciée selon les classes d'actifs. Sur le résidentiel, on voit une stabilité des prix. Également, et c'est d'ailleurs assez étonnant, sur la santé, où on ne constate pas pour le moment d'impact sur les valeurs du nouveau contexte de taux. Et en revanche, sur le bureau, en fonction des spécificités de chaque actif, les expertises seront précédées d'un signe négatif. Je crois que c'est Marc qui le disait tout à l'heure. Quand il y a un très bon locataire en face et la capacité de passer l'indexation, les baisses seront mesurées, mais elles pourront être plus significatives lorsque les situations locatives sont plus tendues. Marc Bertrand? Ça fait un moment que je dis qu'il y aura un signe moins sur les expertises. On a le signe moins. Alors, l'immobilier joue son rôle, c'est-à-dire que c'est un très bon amortisseur de conjoncture. Donc, c'est-à-dire que je rejoins à peu près les chiffres qui ont été dits, moins 1, moins 4, c'est dans cet ordre de grandeur-là, mais les valeurs baissent. Donc oui, s'il y a des opportunités à l'acquisition, c'est qu'aussi qu'il y a une baisse des valeurs. Donc on s'y retrouve malheureusement. Et juste qu'on essaie de faire de la pédagogie, les experts, ils prennent quoi? Ils prennent les transactions. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose comme transactions à prendre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On prend les perspectives d'évolution des loyers. Comment ça se calcule un peu? Il y a 3 méthodes qui font référence par capitalisation, par l'approche par le cash flow et l'approche par les comparables, par l'analyse des transactions comparables. Alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde cherche un petit peu des repères parce que elles ne sont pas totalement indépendantes. Les taux de marché, il faut bien les extraire de quelque part. Quand on n'a pas de transactions très récentes, où est-ce que situe le marché? Oui, les experts tâtonnent un peu, donc ils sont mesurés dans leurs impacts, on discute avec eux, ils nous demandent d'ailleurs quelquefois des éléments de comparaison, etc. Donc c'est un marché dans lequel, c'est pas pour rien que les transactions se ralentissent, c'est-à-dire que personne ne va accélérer quand la brume est là, c'est basique. Donc les investisseurs institutionnels, mais aussi nous le pratiquons tous les jours, on est très prudents et on se pose beaucoup de questions sur les prix. Ok, Marc-Olivier, valeur d'expertise? Oui, même constat que mes confrères, un léger signe moins, mais une très bonne tenue en France. Peut-être un point supplémentaire, on a aussi du patrimoine en dehors de France, avec des corrections qui sont un peu plus marquées. Les experts ont les mêmes méthodes, mais on va dire qu'ils anticipent peut-être davantage le marché dans des pays, par exemple, anglo-saxons, de ce type-là. Ok, cette émission, merci d'ailleurs pour vos commentaires, parce que dans les petits mots qu'il y avait dans le sondage, dans les petits mots à la rédaction, il y avait merci à la rédaction pour tout le travail pédagogique que nous partageons tous ensemble, vous auprès des clients, nous auprès de vous, etc. On va faire de la pédagogie, donc on voit des valeurs d'expertise dont on dit qu'elles auront tendance à baisser cette année. On rappelle la règle, Eric, sur la fixation des valeurs de part sur les SCPI à capital variable. Oui, il faut que ce soit donc plus à moins 10%. Il y a un tunnel pour que ce soit plus à moins 10% la valeur de reconstitution. Et généralement, les valeurs d'expertise, donc elles se situent dans ce tunnel. Dans ce tunnel-là, et on verra si effectivement il y a des SCPI qui ont des valeurs d'expertise qui touchent cette fameuse limite et qui seront dans l'obligation de baisser leur part. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas du marché. Si on fait rapidement un tour de table, la philosophie sur les valeurs de part, sur l'exercice en cours, ça sera plutôt de stabilité, Grégory? Alors, le travail des évaluateurs est en cours, mais je pense ne pas trop m'avancer pour dire qu'il y aura un maintien des prix de souscription de notre gamme de SCPI. Ce qui est important de dire, c'est que si les taux retenus par les experts décompressent un peu de l'ordre de 25 points de base, indexer de 5% les loyers permet de maintenir les valeurs. Donc, c'est tout l'enjeu pour nous en tant que gérants, c'est d'être en capacité de passer l'indexation sur nos loyers
pour se protéger de cette augmentation des taux. D'accord, donc là vous êtes en train de nous dire, et c'est toujours très utile d'un point de vue pédagogique, que le sujet de l'indexation, dont on se dit que c'est un sujet simplement de combien je vais toucher de revenus en plus, vous êtes en train de nous dire que c'est aussi un sujet sur la valeur de part. Marc Bertrand, stabilité des parts ? Les prix de part on s'achemine à peu près vers la même chose, c'est-à-dire que oui, léger décalage sur les valeurs d'expertise et dans des proportions qui ne nécessitent pas de toucher de prix des parts. Mais je réinsiste un court instant là-dessus. L'indexation, mais même plus que l'indexation, c'est la capacité des loyers à répercuter durablement l'inflation, c'est la question centrale. Chronologiquement, on a bien eu une grosse bouffée d'inflation qui a déclenché elle-même une hausse des taux. Si vous regardez les taux nets de l'inflation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les OATI, l'OATI est toujours plus ou moins à zéro. C'est-à-dire que le taux net de l'inflation est toujours quasiment... Donc la hausse des taux n'a fait que gommer, enfin plutôt répercuter l'inflation qui existait. Vous ne pouvez pas avoir des taux négatifs avec une inflation positive. C'était intenable. Quand on regarde, par contre, ce qui est très intéressant, ce que j'invite les gens qui nous écoutent à faire, c'est à regarder en fait la prime de risque de l'immobilier par rapport à l'OAT net de l'inflation, c'est-à-dire globalement à l'OAT moins l'inflation. Et bien globalement, on a quelque chose qui est constant autour de 4%. Et là, on voit que cet équilibre-là ne s'est pas du tout détérioré, c'est un peu dégradé, mais ce n'est pas du tout détérioré dans la proportion qui était arrivée par exemple en 2008. C'est très intéressant à observer. Ok. On va passer maintenant, après avoir regardé ça, on va essayer de se projeter sur 2023, avec déjà une question toute bête, puisqu'on a commencé par la collecte, je vais vous interroger sur la collecte. Mais pour comprendre vos réponses, je voudrais avoir votre avis sur le positionnement concurrentiel de la SCPI face aux autres placements, dans un environnement où on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur l'assurance vie, sur le fonds en euros, mais a priori, ça devrait remonter un peu. Visiblement, le gouverneur de la Banque de France a du mal à se précipiter à communiquer le nouveau taux du PEL, mais a priori, il devrait augmenter. Le taux du livret A en février, a priori, ça va augmenter. Donc, on sent bien que les équilibres, le 4,5 évoqué tout à l'heure Marc-Olivier de distribution, quand tout était à zéro, on disait Yukaïdi, il n'y a pas de concurrence, là, ça va peut-être un peu changer. Éric Cosra, quel est votre sentiment sur le positionnement concurrentiel de la pierre papier par rapport aux autres placements? Alors, ce que j'aimerais quand même, ce qui est important de dire, c'est qu'on vit une période transitoire dans laquelle tous les codes sont brouillés. C'est la fin d'une époque avec la fin de l'argent gratuit, c'est la résurgence de l'inflation, et il y a des indicateurs qui sont assez contradictoires. Donc c'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir à la fois investir et établir une vision 2023 claire, parce qu'on est justement dans cette situation qui nécessite certains ajustements. Donc on espère qu'en début 2023, il va y avoir une stabilisation et qu'on sait de toute façon qu'on aura de la rémunération qui sera un peu plus importante et que donc on va avoir la prime de risque des CPI avec le placement OAT, disons, qui va elle diminuer. Mais elle diminue comment ? Elle était, jusqu'à présent, elle était absolument colossale depuis quelques années. On a également vécu dans l'histoire de l'économie des années qui étaient quand même assez exceptionnelles, et ce qu'on appelait le système de répression financière, avec effectivement de l'argent gratuit et de l'argent pas cher. Et donc on va revenir à une certaine hiérarchie, comme nous attendons également la hiérarchie des taux d'investissement en immobilier suite à la stabilisation des taux d'emprunt. Et donc on va avoir de nouveau une hiérarchie qui va se réinstaller et dans lequel nous allons continuer à avoir une prime de risque qui va être encore extrêmement favorable à la SCPI. Donc on revient à une situation donc, historique. Vous dites qu'il y a plus de concurrence, mais il y a encore de la place pour nous, très largement. Alors, il n'y a peut-être pas encore la concurrence. Enfin, je ne pense pas que ce soit demain que les fonds en euros vont pouvoir remonter de manière extrêmement brutale les taux de rendement qu'ils offrent. Vous avez une bourse qui est extrêmement volatile et donc vous avez un marché obligataire qui se cherche et qui en tout cas a l'impact de la hausse des taux. Donc tant que tout ça n'est pas stabilisé, on va pouvoir y arriver. Mais on va retrouver une situation historique normale que nous avons connue et dans lequel les CPI sont plutôt bien positionnées parce que justement elles arrivent à avoir cette régularité des dividendes. Ok, en pratique par rapport à ça, vous avez tous fait vos objectifs, vous êtes tous en train de faire vos budgets, etc. Vous vous dites que l'année prochaine, vous collecterez plus ou moins cette année. Marc Bertrand. On a projeté à peu près du même ordre de grandeur. J'ai dit que cette année, pour nous, 2022, était une année finalement de cru assez moyen de collecte.
et on pense que dans nos réseaux, on aura à peu près le même flux. Grégory Frappé. Bah déjà, juste un mot de complément. Moi, je pense que l'immobilier, ça s'appréhende véritablement sur longue période. On ne se pose pas strictement la question sur 2023, comme on ne se la posait peut-être pas strictement vis-à-vis de 2022. Dans un environnement inflationniste, investir sur des actifs réels, c'est quand même avoir la conviction d'indexer sur l'inflation la rente. Et si maintenant on la regarde d'un point de vue relatif par rapport aux fonds en euros, il y a quand même un effet de base sur les obligations sur lesquelles elles ont investi. Je crois que c'est 1,3, ça sera peut-être davantage. Sur les produits au PCVM monétaire, c'est pas encore compétitif. Sur un contrat à terme à 6 mois ou 1 an, vous êtes autour de 2%. Donc si on peut délivrer durablement par un travail qualitatif un rendement entre 4 et 4,5 et le protéger de l'érosion de l'inflation, moi je suis persuadé, il ne s'agit pas de faire 100% de son allocation sur de la SCPI, mais que c'est vraiment un produit qui a toute sa place. Plus ou moins. Alors j'en tire la conséquence de dire que pour moi, l'année 2023, l'objectif va être moins de driver la collecte. Et pour vous dire un objectif, ça serait peu ou prou de faire plus ou moins 1 milliard d'euros, mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous driver, c'est la capacité à maintenir les distributions, à indexer les rendements et à, si on le peut, investir dans de bonnes conditions. Ok, Marc-Olivier. Est-ce que vous avez envie de booster sur la collecte? Parce que tout à l'heure, finalement, vous m'avez dit, c'est bien, parce que, en fait, ceux qui vont avoir de l'argent à placer, ça va être un peu les rois du pétrole sur le marché. Côté La Française, on est aussi, on partage le fait que la SCPI a de très bons arguments, y compris en 2023, etc., que le moteur distributif fonctionne, qu'il est indexé, et donc on est sur des budgets de collecte qui vont être en ligne à autour d'1 milliard plus, bien sûr. Éric Cosserin. Alors nous, notre conviction, c'est qu'on est convaincu que l'année prochaine sera également une bonne année et on a augmenté notre budget collecte de 10%. Donc on a prévu de faire 880 millions d'euros de collecte, alors à travers 5 produits, donc qui sont assez... Donc vous êtes le plus enthousiaste de tous. Équilibrés. Oui, en tout cas, je crois aux produits, je crois que je suis aussi lucide sur la période incertaine et anxiogène. Je rappelle quand même que les CPI, c'est aussi des produits de valeur refuge avec des actifs tangibles et que l'épargnant aime bien dans ces moments-là de pouvoir investir. Rappelez également que c'est un produit long terme et que, évidemment, les fonds monétaires vont rémunérer, mais la SCPI n'est pas là pour rémunérer une trésorerie. Elle est là pour faire un placement long terme et notamment pour se protéger de l'avenir. Et donc, je crois à la fois au maintien des performances. Il va falloir aller chercher le rendement. Chercher le rendement, c'est la gestion active de nos patrimoines. Et donc, nous avons un budget de cession de 300 millions d'euros d'actifs. On a un budget d'investissement de plus d'1 milliard d'investissements. Et nous pensons que nous allons pouvoir être positionnés en tant qu'acteurs investisseurs fonds propres, justement, et profiter des opportunités du marché, parce qu'il y a des acteurs qui vont être dans l'obligation de vendre leurs produits. Okay. Et donc, nous sommes en attente pour l'instant de cet ajustement et qu'on espère voir donc l'année prochaine. Messieurs, on va faire des réponses plus courtes maintenant parce qu'il est à 54 et s'il y en a qui veulent aller au dîner du CIMI, moi je ne vous lâche pas tant qu'on n'a pas fini. J'ai pas de contrainte horaire. Donc plus court, on a parlé des expertises, on a parlé de l'évolution du marché, des prix de part. Marc Bertrand, je commence avec vous. Je vais poser une question simple. Vous avez dit tout à l'heure, le cœur du sujet, c'est l'indexation des loyers. Ma question, elle va être dans la perception qu'ont les locataires du coût de leur immobilier. Parce que moi, je suis locataire de cet immeuble. J'ai ce que je paye au propriétaire, mais j'ai mes factures de mon électricité pour éclairer le plateau. J'ai tout un tas de choses qui flambent également. Donc, comment réagissent les locataires par rapport à ça et pour répondre à la question que vous avez vous-même posée, est-ce qu'on arrive véritablement à indexer les loyers? Alors la question est longue, mais la réponse doit être courte. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, alors, tout à l'heure j'ai parlé d'indexation, mais j'ai aussi parlé de raisonner plus longtemps. Hein. C'est-à-dire que les biens qui ont de la valeur sont les biens qui vont pouvoir répercuter durablement l'inflation. En d'autres termes, est-ce que les locataires vont pouvoir s'offrir l'inflation au-delà du seul phénomène d'indexation, y compris au renouvellement du bail. Voilà. Donc l'indexation à court terme,
On a un contrat, on l'applique, ça s'appelle l'indexation. Donc on a un indice, on l'applique et on demande aux gens de respecter leur engagement. Voilà. Quand ils arrivent à la fin de leur bail, il y a deux situations. Merci, au revoir ou je continue. Merci, au revoir ou je continue. Mais alors, on est un peu plus quand même commerçant que ça, parce que le locataire est un bien précieux, parce que c'est quand il tourne, il y a des frais, etc. Donc on négocie avec lui. Ça se traduit le plus souvent dans les quartiers centraux par... Finalement, on suit bien l'indexation et on arrive à prolonger et le bail et le loyer, etc. Sinon, je te fais une ristourne. Pardon. Sinon, en fait, quelque part, on efface la partie indexation directement via un mécanisme de franchise. Il y a toute l'imagination qu'on peut avoir, mais quelque part, on revient à un palier. Donc, la question centrale, c'est quels sont les endroits qui peuvent répercuter durablement l'inflation au-delà de l'indexation. Quels sont les secteurs qui peuvent répercuter durablement l'inflation? Grégory Frappé, vous avez une gamme avec des produits purs. Est-ce que les logiques sont identiques, par exemple, entre le bureau et la santé? Alors non, les logiques, elles sont bien évidemment différentes, mais vous vouliez une réponse rapide. Je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'en 2022-2023, il va y avoir une inflation autour de 10%. Donc on a bien la conviction partagée avec nos locataires que c'est une année atypique. Pour autant, nous allons faire en sorte de passer ces indexations dans les loyers ou de trouver le cas échéant des contreparties en essayant d'être avec eux imaginatifs. Mais cette capacité à passer l'inflation, elle est fondamentale. Plus globalement, au-delà du loyer, c'est le loyer plus charge, parce que le coût de l'énergie est aujourd'hui une vraie difficulté. Il y a les locataires qui se sont couverts contre l'augmentation de l'énergie. Il y a les autres. On doit travailler sur nos actifs pour qu'ils soient plus vertueux en termes de consommation d'énergie, parce que effectivement, le locataire, c'est un partenaire privilégié. Et il faut l'accompagner dans cette période complexe. Éric Costra, sur ces sujets-là, parce qu'on parle d'indexation, on parle de coûts, on parle de réduction des superficies avec la crise du Covid, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on constate, finalement, en fin de bail, plus de locataires qui disent je m'en vais, je réclame une renégociation de mon contrat? Est-ce qu'on peut craindre une évolution de la vacance? Alors, tout dépendra de la situation économique. Pour l'instant, on est parti sur une période de stagflation, donc avec une stagnation économique, une croissance à zéro et une inflation qui reste encore élevée et qu'on espère voir diminuer l'année prochaine. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a un très beau taux d'emploi. Et donc, il y a donc des recrutements qui se font, et les recrutements qui se font, ils vont dans les bureaux. Et quand vous regardez en ce moment le métro parisien, il n'y a pas beaucoup de télétravailleurs, et on s'aperçoit que tout le monde revient au bureau. Donc il y aura des situations qui seront contrastées, mais en tout cas, l'immobilier va pouvoir être favorable à l'inflation, elle va pouvoir en profiter, ça c'est une certitude. Maintenant, on n'aura pas des fonds indiciels qui répercuteront le taux de l'inflation tel qu'il est. Ok, Marc-Olivier? Juste peut-être pour ajouter un point, je pense que c'est la période qui s'ouvre, on va voir la qualité des portefeuilles immobiliers. C'est-à-dire qu'on va voir effectivement les stratégies immobilières déployées depuis quelques années. Est-ce que effectivement on est suffisamment central? Est-ce que les locataires qui occupent nos patrimoines sont à même de supporter l'inflation, etc. Donc je pense qu'il y aura une réelle opération vérité et qualité sur les portefeuilles immobiliers. Je simplifie de manière très schématique, mais grosso modo, la problématique de la distribution, c'est ce qu'on arrive à obtenir comme indexation, ce qu'on arrive à éviter comme vacances, plus ce qu'on avait comme plus-value ou qu'on réalise comme plus-value qu'on peut éventuellement distribuer. Dans le sondage, il y a un élément qui m'a... Par rapport au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un point quand même qui a changé, c'est lorsqu'on interroge les CGP sur la distribution en montant, et non pas en pourcentage, je parle bien en montant. 72% disaient rester stable au mois de juillet. Ils sont passés à 54% sur rester stable. Et l'item qui a le plus progressé, moi je m'attendais à ce que ce soit, ils vont se dire, tiens, ça va progresser parce qu'il y a les indexations, etc. Non, c'est diminuer. Donc, ma question va faire un petit tour de piste très rapide, les uns et les autres. Vous, aujourd'hui, dans vos prévisions sur 2023, les distributions en montant vont-elles augmenter, diminuer ou stagner? Grégory Frappé. Moi, je pense déjà que vos auditeurs, ils ont une très bonne intuition de la situation. Cette année, il y a eu un sujet sur les taux, mais il n'y a pas eu de sujet sur la santé financière des locataires. Or, l'inflation, elle va, à mon avis, en 2023, se répercuter sur les marges de toutes nos contreparties. Donc, le stress que vous pressentez, il correspond, à mon avis, à une vraie réalité.
Nous, en tant que gérants, on va s'attacher à maintenir les distributions au niveau de ce qu'elles étaient en 2022. Et il faudra, pour cela, avoir des stratégies d'asset management et des portefeuilles et des biens de qualité pour y résister. Eric Cosra, vous aviez été un des premiers sur ce plateau à dire je vais remonter les distributions. Alors je confirme, on aura des produits qui verront leurs dividendes, nous l'espérons, augmenter en 2023 et d'autres produits qui seront stables. Et c'est le même pourcentage puisque de toute façon il n'y aura pas d'augmentation de valeur de la part, donc ça restera stable. D'accord, ok. Marc-Olivier ? On avait augmenté quelques distributions en 2022, on verra si on peut le faire en 2023. Moi, je pense qu'on va partir sur une stabilité, parce qu'effectivement, on aura l'indexation pour nous, mais l'enjeu, c'est de garder les locataires, et on sera sur certains dossiers nécessairement en négociation avec des mesures d'accompagnement, et les deux vont s'équilibrer. Je pense que c'est stable plus. Voilà. Marc Bertrand ? On s'achemine vers une stabilité en 2023. Moi, ce que j'observe dans les prévisions, dans la formation du résultat prévisionnel, un phénomène qui est intéressant une fois qu'on le regarde a posteriori, c'est finalement la hausse des taux a lieu parce qu'il y a de l'inflation. Et d'un côté, on voit une masse de loyers qui s'indexe, malgré tout, alors imparfaitement, pas avec tous les éléments qu'on a cités, mais donc une masse de loyers qui progresse, mais de l'autre côté, on a la fin progressive de l'effet de levier. Et les deux faisant un espèce de phénomène de compensation. C'est assez évident quand on regarde la formation du résultat. Est-ce que c'est retour vers le passé ? Est-ce que c'est le retour vers une certaine époque Parce que c'est assez drôle, en fait, votre métier, il a vachement bougé au cours des 15 dernières années, mais on a un peu l'impression que sur un certain nombre de points, on retrouve les caractéristiques de l'immobilier d'il y a 15 ans. C'est-à-dire avant cette explosion du crédit. Alors, s'il s'agit de dire que finalement, une inflation des taux à 4 et une inflation à 2, quelque chose qu'on a vécu sans pour autant collapser, oui. Alors maintenant, est-ce que c'est un retour vers le passé là pour... Ok. Dernière question. C'est absolument pas une problématique des CGP, puisqu'on leur a posé la question et ils disent on ne se pose pas la question de la liquidité, mais pour autant, il y a une actualité. Il y a Blackstone qui a fermé ses fonds immobiliers. Ça vous inspire quoi ? Grégory me regarde, il va se dire... Non, mais je peux vous répondre. Il y a une partie de la liquidité qui est extrinsèque au produit, et quand on parle d'1 milliard d'euros de collecte peu ou prou pour les grands acteurs qui sont autour de cette table, ça permet d'absorber des retraits. Par ailleurs, la SCPI, c'est un produit plus sophistiqué qu'on ne peut le penser, parce qu'au-delà du mécanisme du capital variable, il y a la possibilité d'arbitrer des actifs, il y a la possibilité de mettre en place des fonds de remboursement, il y a la possibilité, le cas échéant, de passer en capital fixe. Donc, de mon point de vue, je n'imagine pas et je ne vois pas de problématique de liquidité sur la SCPI. D'autres commentaires ? La liquidité, c'est quand même le risque majeur dans l'immobilier. Donc je pense qu'il faut qu'on l'ait tous, et on l'a tous d'ailleurs donc en ligne de mire, et on est tous vigilants là-dessus. Il n'y a à l'heure actuelle pas de sujet de liquidité parce qu'il n'y a pas de crise de confiance. Et lorsqu'on parlait de la vacance, vous m'aviez posé la question de la vacance des locataires, on a des annonces 6 mois à l'avance. On n'a pas de congé majeur de locataires. Donc voilà, la confiance est là, à la fois chez les locataires et à la fois chez les épargnants. Marc-Olivier Marc ? Moi, c'est un produit sophistiqué. Il y a déjà eu des périodes mais c'est drôle qu'on dise ça maintenant, parce qu'on se rappelle quand même l'époque où on a voulu l'enterrer et où on disait que c'était un truc complètement ringard. Oui, enfin, le produit, il est lisible, il a des règles qu'on peut expliquer, on s'y attache tous dans ces séances. Voilà, aujourd'hui, c'est important qu'effectivement le produit reste en collecte, reste liquide, et on fait tout pour. Marc Bertrand, un dernier mot ? J'ai bien aimé, je rejoins techniquement que la boîte à outils, elle est très bien, un produit sophistiqué, mais il y a un mot qui a été prononcé qui est important, c'est la confiance. C'est-à-dire que la liquidité, elle repose beaucoup sur la confiance, c'est la capacité que nous avons tous collectivement en tant que gérants à répercuter aux professionnels de la gestion de patrimoine ce qui se passe réellement dans les produits pour pouvoir l'expliquer eux-mêmes aux clients dans de bonnes conditions. C'est vraiment... on va traverser un moment... indiscutablement complexe, que ce soit dans l'immobilier, ça a déjà commencé largement dans les actifs financiers. Le plus important, c'est qu'on soit en capacité d'expliquer aux gens ce qu'il se passe avec des vrais mots et en se mettant à leur portée.
Bien, eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous toute l'année. Le seul truc sur lequel les gens peuvent ne pas avoir confiance, mais ça c'est pour moi, c'est le respect des horaires, parce que il est 19h, il est 19h05. J'avais plein d'autres questions, parce que est-ce que les SCPI doivent évoluer, quitter le corps, chercher de la diversification ailleurs, etc. Je vous propose qu'on retraite tout ça en vous retrouvant l'année prochaine. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à vous. De fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Et plus encore. Salut, ciao.